Il fut condamné pour 10 meurtres dont celui de ses grands-parents et de sa mère. Sa mère, souffrant de troubles psychologiques, n'a aucune considération pour son fils. Elle le traite de bon à rien, qui ne sera jamais capable d'aller à la fac ou de séduire une étudiante. La maison étant petite, elle fait dormir Ed à la cave avec la chaufferie. C'est un petit peu comme Harry Potter, mais en plus lugubre. Ed en développe une peur irrationnelle des flammes. Durant son enfance, sa mère a eu 3 maris différents. À chaque fois, les maris étaient battus et eux-mêmes étaient violents envers Ed. Un d'entre eux l'a même violé devant sa mère, qui n'a pas intervenu. Sa mère renvoie vivre Ed chez ses grands-parents, et il le prend comme un abandon de la part de sa mère et en reste très marqué. Et c'est ainsi que l'histoire se répète, sa grand-mère le maltraite également. C'est pendant cette période que Ed va se louer à un nouveau passe-temps, celui de torturer, décapiter des animaux domestiques environnants, jusqu'au jour où il fit ses premiers meurtres. Son grand-père partit se promener, il prit le fusil de chasse familial et tua sa grand-mère. Par empathie, par son grand-père pour pas qu'il découvre sa femme morte, il tua son grand-père au retour. Pour ces crimes, le juge le fit interner à l'âge de 15 ans dans l'hôpital d'Atascadero, en Californie, et c'est dans cette période qu'il se passionne pour les récits de meurtres et de viols racontés par les autres internes. Pendant ce même temps, il apprend le langage psychiatrique et aide au laboratoire de l'hôpital. Pris comme une guérison, il est réhabilité à l'âge de 19 ans et aurait dû aller vivre chez son père, mais celui-ci restant introuvable, il retourne donc chez sa mère. Il réussit à décrocher un travail dans une brigade autoroutière, ce qui lui permet de devenir autonome et de quitter la maison. Mais malheureusement, un accident de moto en état d'ébriété lui fait perdre son travail et le contraint à retourner vivre chez sa mère. Quelque temps plus tard, il s'adonna à un nouveau jeu, le défi de réussir à faire monter des filles de l'université dans sa voiture. Il tournait en voiture près des universités et essayait de convaincre les filles qui faisaient du stop de monter avec lui. Au vu de sa carrure imposante et de son look particulier, il mit en place des subterfuges. And I got to where I could diffuse that situation. It's how you're looking. If you look, oh boy, you start cranking the car over there. They're not going to get in your car because they can see you from half a block away drooling. But if you look at your watch and say, geez, I don't know if I have enough time, and you're kind of in the mirror and looking around, and you pull over, this guy's just a businessman going somewhere. Get in his car, we'll go where we're going. And it's little games I played so they'd get in the car. And then we chatted, and I talked about things, and I found out where their orientations were and their little, what they used to judge and who could get in and who they could get in with and who they couldn't, right? In that sense, it's been interpreted as what do you call it, rehearsing. It's not true. It's like playing chess and then turning it into something ugly. I played chess casually. I played chess more and more thoroughly till I got very good at it, which was picking up people, to where I could make you a bet. I can pick up those 2 ladies, and they'd say, oh man, you're crazy. Those are 2 very crafty young ladies who won't get in a car with a young man by himself, et cetera, et cetera. And I'd win the bet because I knew how to diffuse the situation. Even if they asked, where are you headed, right? And they had a sign saying where they're going, but they'd ask, or even if they didn't, they'd say, where are you headed? And I had ways of developing it to where they wouldn't get suspicious. But I didn't mean I was going to kill them. It meant I was playing a game. And then later, when I started killing people, I used that against them. Il ne tue pas les filles qui montent en autostop avec lui. En tout cas, pas dans un premier temps. Au début, il était juste question de montrer que sa mère avait tort. C'est en 1972 qu'il effectue son premier meurtre et qui ne se passe pas comme il l'avait imaginé. Il avoua dans un interrogatoire que ça ne fut pas comme dans les films. Il fut surpris que les coups de poignard ne tuaient pas la fille sur le coup. S'ensuit 6 autres meurtres avec le même schéma. Il prend les filles en stop, discute un petit peu avec elles, les tue, puis viole les cadavres et même les parties qu'il sectionne, comme le cou. Le soir où il tua sa mère, il essaya de s'en dissuader en allant voir sa mère un peu plus tôt dans sa chambre. Mais malheureusement, sa mère ne l'a pas bien accueilli et l'a encore une fois de plus insulté, et donc il a pris sa décision. Il s'est couché, réveillé à 5 heures du matin et a tué sa mère de manière encore plus effroyable finalement que les autres, mais avec ce même schéma quand même. De la même façon que pour d'autres meurtres, il viole le cou et cette fois met la tête décapitée de sa mère sur la cheminée et joue aux fléchettes avec. Ed avoua que les autres crimes étaient une manière de se préparer pour réussir à tuer sa mère. Ed a vécu dans un environnement malsain. Il a subi de très nombreuses formes de maltraitance. Les coups, les viols, l'abandon, l'oppression morale, la non-assistance à personne en danger. Le questionnement sur la façon dont lui-même se voit est très intéressante, car il ne se considère pas comme quelqu'un de bien et ne cherche pas à l'être. Il passa toute sa vie à essayer de montrer à sa mère
qu'elle avait tort, mais les répercussions de son enfance sont clairement visibles. Il ne cherche qu'à détruire de manière obsessionnelle sa mère. Il se confronte à elle une fois adulte, mais dans une démarche criminelle conditionnée par son enfance particulière, le recours à la violence systématique. Ce double jeu qu'il interprète est similaire à celui-là de sa mère. Dans la vie courante, c'est un bon voisin, quelqu'un d'intelligent, d'intègre quand il a travaillé, de la même façon que sa mère. Sa mère est quelqu'un d'intègre, elle travaille en tant qu'institutrice à la faculté, c'est quelqu'un de cultivé, mais dans son cercle familial, ce n'est pas du tout la même personne. Et c'est cette appropriation qui va lui permettre de faire sa carrière criminelle pendant de longues années. Ed Kemper a été diagnostiqué psychopathe avec un QI supérieur à 140. Ed a vécu son enfance avec comme seule réponse la violence. Dans un environnement tel que celui-ci, il est compliqué de développer l'empathie pour ses proches, donc encore moins pour des inconnus. Et c'est pour ça qu'il n'en a pas développé pour ses victimes ensuite.